Parfait. Ça va? Et toi? Très bien. Oui, Super. ça va très bien. Eh ben, Sachant c'est que parfait. j'ai préparé sans doute plus de slides ou de diapositives que prévu pour une demi-heure, 40 minutes. Donc, on pourra, surtout n'hésite pas à me couper, à me faire aller plus rapidement sur certains sujets. Ok, ça Donc, ce marche. dont je vais vous parler, c'est effectivement un peu l'eau à l'échelle de la planète. Donc, comment est-ce qu'on l'aperçoit? Comment est-ce que on comprend les grands enjeux de l'eau aujourd'hui? Donc, c'est un peu basé sur un petit livre que j'ai écrit l'an dernier qui s'appelle donc L'eau et la planète, un avenir au compte-gouttes, dans lequel j'essaye de faire un peu une présentation assez large de tous les enjeux de l'eau et de la manière dont on peut réfléchir les solutions à ces problèmes-là. Et donc, je vais avoir Est-ce que trois, tu quatre nous donnerais, tu parties. nous donnerais deux, trois petits mots un peu sur qui tu es, un peu Oui, ton je peux parcours? même faire ça, en effet. Donc, moi, je suis agronome et hydrologue de formation. J'ai travaillé pendant pas mal d'années sur l'eau. J'ai même été directeur du Conseil mondial de l'eau. Donc, ça, j'ai pu voir l'eau un peu dans tous les pays du monde et tous les différents enjeux. Et puis, je travaille depuis plus de 10 ans dans une organisation qui s'appelle la KIC Climat, où je travaille beaucoup plus sur le changement climatique et la manière de trouver des solutions pour réduire nos émissions et nous adapter aux nouveaux enjeux auxquels on fait face. Euh, Ok, merci Kevin. Voilà, et donc j'habite Marsanne, dans quelques kilomètres ici des alvéoles, et donc je suis très content aussi de pouvoir venir ici, et puis de rencontrer Samuel et l'équipe des alvéoles, dont j'entends beaucoup parler, On est dans la Drôme, hein, et, pour ceux qui ne nous et situent pas, oui, tout à département de la fait, Drôme. au milieu à peu près de la Drôme en France. Voilà, voilà pour moi, Super, rapidement. génial, merci à toi. Et donc, oui, cette présentation, c'est un petit peu une bonne partie du livre que j'ai écrit et qui démarre par une réflexion sur le cycle de l'eau. Cycle de l'eau qui est en général présenté à l'échelle de la planète de manière extrêmement simpliste. Je me bats contre cette présentation-là, dans laquelle, en gros, on nous dit l'eau s'évapore de l'océan, est transporté par des nuages, retombe sur les continents, forme des rivières qui retournent ensuite l'eau douce vers l'océan. Donc cette vision du cycle de l'eau, c'est celle qui imprègne l'ensemble des documents, des grands rapports, même les experts de l'eau l'ont en tête. Et dans ce cycle de l'eau tel qu'il est présenté, on ne s'intéresse qu'à l'eau qui coule, qu'à l'eau qui est stockée dans des nappes souterraine, et donc une eau qu'on peut pomper et qui génère des activités économiques. Mais cette partie de l'eau, comme on verra, n'est évidemment qu'une toute petite partie du cycle de l'eau, et donc il faut, à mon avis, complètement repenser le cycle de l'eau. Alors juste un chiffre là, ce cycle de l'eau qui correspond à l'échange entre les océans et les continents, et donc, à ce qu'on appelle l'eau bleue, l'eau qu'on peut pomper, c'est autour de 40 à 46 000 kilomètres cubes d'eau par an. Voilà. Même si le cycle est beaucoup plus complexe et que l'eau des nappes ne se renouvelle pas chaque année. Mais en gros, voilà le chiffre qu'on voit les chiffres qu'on voit partout. Alors, pourquoi est-ce que ce chiffre et cette manière de voir les choses est biaisé? Ben, tout d'abord parce que quand on regarde la pluie sur les continents, on voit que c'est pas du tout 40 ou 46 000 kilomètres cubes, c'est 117 000 kilomètres cubes d'eau. Donc c'est 2,7 fois en fait la quantité d'eau bleue. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, sans doute pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de connu, mais sur les continents, il se passe aussi pas mal de choses, et en particulier, grâce au sol
à la végétation, il y a un certain nombre de mécanismes que la vie a mis en place progressivement. Quand la vie a colonisé les continents, eh bien, faut imaginer qu'il y avait absolument pas de sol. Donc, quand l'eau tombait sur la roche, elle retournait très rapidement vers des rivières et vers l'océan. Donc, en gros, il y avait que l'eau bleue. Il n'y avait pas, quasiment pas d'eau qui se stockait sur les continents. Et progressivement, donc, les systèmes et la vie a mis en place des mécanismes qui permettaient de stocker et de réguler le cycle de l'eau. Alors, quelques mots, ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà, quand il pleut sur un terrain, eh bien, il y a une partie d'eau qui se stocke dans le sol. Et puis, si ce réservoir sol, je simplifie, hein, mais disons, quand le réservoir sol, là, qui est représenté par cette boîte bleue et verte, quand il est plein, eh bien, ça génère de l'eau bleue qui va ruisseler ou qui va s'infiltrer vers la profondeur. Et sinon, eh bien, la végétation va pomper dans ce réservoir d'eau pour faire généralement pour produire de la végétation et réévaporer de l'eau qui va elle-même pouvoir ensuite être recyclée sur les continents eux-mêmes. On y reviendra. Donc, nous, par exemple, autour de Montélimar, dans le sud-est de la France, il pleut autour de 900 millimètres par an. La demande d'évaporation est autour de 1200 millimètres. Donc, quand on représente ici ces chiffres, d'abord, c'est impressionnant de voir au cours de l'année. Donc, les pluies, finalement, sont pas irrégulières, mais il y a quand même une régularité des barres grises. Et puis, vous voyez que pendant l'été, on a des barres orange ou rouges beaucoup plus importantes. Donc, pendant cette période de l'année, on va dessécher énormément les sols. Et puis, quand on regarde à l'échelle de l'année comment ça se passe, pendant les premiers mois de l'année ici, c'est le bilan entre ces pluies et la demande d'évaporation. On voit que pendant la première phase de l'année, on va déstocker dans l'eau des sols. L'eau des sols, ça représente entre peut-être quelques dizaines de millimètres et pour les sols les plus profonds, les plus riches souvent en matière organique aussi, eh bien, ça peut aller jusqu'à 200 millimètres d'eau. Donc, on voit ici simplement un bilan théorique. On voit qu'on va puiser jusqu'à 160 millimètres par mois dans le stock en eau des sols et que à partir du mois de septembre, vous voyez que le bilan redevient quasiment nul. En moyenne, tout ça, c'est des valeurs moyennes. Et pendant les mois de septembre, octobre, novembre, on va recharger ce réservoir sol. Et c'est uniquement pendant la période décembre, janvier, février et éventuellement le début du mois de mars qu'on va pouvoir générer de l'eau vers la profondeur pour recharger les nappes. Mais également, on va avoir une plus grande partie de la pluie qui va tomber, qui va générer de l'eau bleue, de l'eau qui va vers les rivières. Donc ça, c'est ce sol, évidemment, il n'existait pas au moment où la vie a démarré, et donc la vie a mis en place en fait un mécanisme qui permettait, grâce au stockage et aux plantes, de redistribuer l'eau sur les continents. Et ce phénomène-là est essentiel. Alors, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le recyclage continental. Donc, au sein des continents, pour faire simple, lorsqu'on se trouve près de l'océan, eh bien, l'eau vient surtout de l'océan. C'est ce qu'on voit sur cette figure qui date de 2012. Donc, vous voyez que, en fait, pourquoi aussi pendant longtemps on n'a pas vraiment réfléchi à tout ça, c'est que les connaissances était théorique, mais on n'avait pas de données. Or, depuis le début du XXIe siècle, grâce au réseau de mesures sur le lié au changement climatique en particulier, on a commencé à avoir de la capacité de bien comprendre ces mécanismes. Donc, en bleu, les endroits où l'eau vient principalement de l'océan. En vert, on peut dire que moitié-moitié. Il y a une partie de l'eau qui vient de l'océan, mais il y en a une grande partie qui vient déjà de la réévaporation par la végétation, plus, dans le cas de l'Europe, plus vers l'ouest, hein, donc vers la France.
renvoie son eau vers l'Allemagne, qui renvoie son eau vers les pays de l'Est, qui renvoie l'euro vers la Russie, qui renvoie son eau également vers la Mongolie, la Chine. Et plus on se déplace vers l'Est, plus les couleurs deviennent rouges, plus la part de l'eau qui tombe sous forme de pluie dans ces zones-là provient de l'évaporation et d'un recyclage progressif dans les pays qui sont plus à l'ouest. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le continent eurasien et on voit que en Chine, ben, en tout cas dans le nord de la Chine, 80%, 90% de l'eau qui arrive a été déjà recyclée plusieurs fois sur les continents plus à l'ouest. Tu voulais me poser une question? Ouais, simplement, ça c'est lié aussi au fait que les vents dominants Alors, sont d'ouest en est dans l'hémisphère nord. C'est ça? exactement. Donc, dans les zones tempérées, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, les vents, la circulation atmosphérique se fait d'ouest en est. Mais vous voyez que dans la zone tropicale, c'est le contraire. Dans la zone tropicale, les vents dominants se circulent d'est en ouest. C'est ce qui explique qu'en Afrique, et également dans le nord de l'Amérique latine, la recirculation continentale se fait à partir de l'Afrique de l'Est, où là, l'eau vient essentiellement donc de l'océan, et puis progressivement, elle se recycle, et donc vers l'Afrique de l'Ouest, on a beaucoup d'eau qui provient de la réévaporation des pays plus à l'Est. Et on voit une chose très intéressante est que en Amérique latine, même si les vents dominants sont plutôt d'est en ouest, on voit que l'orientation générale du recyclage ne se fait pas tout à fait d'est en ouest, mais il se fait plutôt du nord-est vers le sud-ouest. Eh bien ça, on pense que c'est en grande partie dû à l'Amazonie qui a un impact sur les vents. Donc, la forêt attire d'une certaine manière le vent et l'eau qui vient de l'océan, qui se recycle donc du nord-est du Brésil vers plutôt le sud-ouest. Et donc, c'est plutôt en Amérique latine, c'est la partie centrale, donc le sud du Brésil, le nord de l'Argentine, le Pérou, qui bénéficie donc du recyclage continental qui provient du nord et pour partie aussi du sud, où on retrouve dans le sud des vents dominants d'ouest en est. Ce qui fait dire, et ce qui est d'ailleurs pas une approche théorique, aujourd'hui on mesure et on commence à comprendre combien la déforestation en Amazonie est en train de perturber cette recirculation continentale a un impact, pas tellement uniquement sur l'Amazonie elle-même, que sur la partie sud du Brésil, le Pérou et le nord de l'Argentine. Donc la grande menace des années à venir, c'est cette possibilité que l'Amazonie arrête d'être cette pompe d'eau océanique et en même temps pompe qui recycle l'eau vers le sud du continent. Donc ça, c'est vraiment... Alors j'étais à la COP biodiversité l'an dernier et j'étais surpris de voir que, alors que dans la COP climat, on parle très peu d'eau, à la COP biodiversité, notamment en lien avec le, l'Amazonie, les problèmes d'eau étaient partout et tout le monde en est extrêmement conscient. Voilà, vous voyez aussi que l'Amérique du Nord et l'Australie, elles, ont beaucoup moins de recyclage continental. Je n'ai pas forcément encore d'explication, mais je travaille, j'espère pouvoir un jour expliquer pourquoi. Je reviens juste sur cette histoire de COP biodiversité versus COP climat. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui le sujet du climat est envisagé principalement sous un angle physique et que la biologie, donc le rôle de la vie, y est sous-représenté, en tout cas que c'est pas vraiment encore un sujet assez important, alors qu'au contraire la biodiversité, du coup on a un angle biologie, rôle de la vie, et du coup c'est plus naturel pour les gens? Alors, c'est un des facteurs. Il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que simplement, aux Nations Unies, on a trois grandes COP et conventions. On a celle sur le climat, celle sur la biodiversité et celle sur la désertification. Et donc, forcément, ça crée des silos dans la tête des gens qui, tout à coup, se disent, ah bah oui, mais si on parle de ça, C'est plus nous, quoi. c'est plus nous. Ouais.
Et donc, on est nombreux à militer pour que les trois COP et les trois conventions travaillent beaucoup plus ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est un Hmm. vrai problème que de réfléchir en silo. Et donc, je crois que pour la première fois dans la COP désertification à Riyad l'an dernier, les gens ont vraiment commencé à se dire, ah non, on peut pas continuer comme ça, il faut vraiment qu'on mette les choses ensemble. Hmm. Alors, l'autre facteur, c'est que le climat, c'est partout. C'est l'énergie, c'est le transport, c'est Hmm. l'agriculture. Et donc, effectivement, l'eau trouve moins sa place aussi et est moins visible dans ce Hmm. cas-là. Ok, super, merci. Bon, je passe rapidement sur ce graphique qui est simplement l'inverse, si je puis dire, pas l'inverse, mais le complémentaire. Ici, c'est la part de l'évaporation qui génère de la pluie sur le continent et où donc on voit que, par exemple, bon, bah, c'est logique, en Afrique de l'Est, eh bien, il y a une grande partie de l'évaporation qui va être produite là, qui va générer de la pluie à l'aval. Bon, voilà, c'est pas la peine d'insister beaucoup. Il y a Elisabeth qui demande donc ces cartes, enfin ces mesures qui ont été faites en 2012, à partir de 2012, est-ce qu'elles ont été actualisées depuis? Est-ce qu'on voit des évolutions sur les Alors, 10-12 dernières années? alors non, malheureusement, je pense que c'est un énorme travail et donc j'ai pas retrouvé encore Des cartes plus de cartes récentes? plus récentes, mais l'article en question est beaucoup plus détaillé que ce que je présente là. Et il y a aussi, par exemple, la variabilité saisonnière. Et donc, j'imagine que dans les années à venir, on aura plus de choses parce qu'il y a beaucoup de travaux. Du coup, ça a généré énormément de réflexions. Et Hmm. voilà, par exemple, je voulais vous montrer ça. C'est une réflexion sur le taux de recyclage à l'intérieur même des des bassins versants. Parce que on s'aperçoit quand on examine les deux cartes de la part de la pluie qui vient de l'évaporation et de la part de l'évaporation qui retourne sous forme de pluie, quand on les compare, on s'aperçoit qu'il y a trois zones sur la planète qui jouent un rôle de recyclage sur place de l'eau continentale. Ces zones sont l'Himalaya, le Congo, le bassin du Congo et l'amont ou une partie de l'Amazonie en tout cas qui Hmm. a ce rôle de recyclage sur place. Et donc, en toute logique, ici, c'est les taux de recyclage sur place à l'intérieur d'un bassin versant, qui est évidemment une chose qui est importante à prendre en compte quand on veut réfléchir aux pénuries d'eau. Parce que si Hmm. une partie de l'eau qu'on produit, qu'on évapore, retombe dans le bassin versant, on peut peut-être réfléchir aussi, on peut en tenir compte en tout cas dans la manière dont on se prépare à d'éventuelles pénuries. Et donc on voit que dans plusieurs zones du monde, on a entre 20, voire 30, voire même plus de 30%, ça dépend évidemment de la taille du bassin versant, de l'eau qui est recyclée au sein même du bassin versant. Dans ces trois zones-là, voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments, je ne sais pas si tu le sais, mais comment c'est mesuré ça, le recyclage continental? Comment on peut Tout ça, c'est mesurer ça? modélisé. On ne peut aujourd'hui pas trop. Alors, si. Il y a quand même pas mal de travaux qui utilisent les isotopes de l'eau. Donc, avec des analyses isotopiques, on peut quantifier la part de l'eau, par exemple, qui provient de l'évaporation, parce elle n'est pas Ah, riche en ah, deutérium de la même de la manière. même manière, ouais. Donc, voilà. Il y a certains travaux qui essayent d'aller justement plus dans le détail sur ces aspects-là. La composition de l'eau, de ce dont elle va être chargée, va nous dire si elle vient des océans, si elle vient d'un continent, et éventuellement même on peut localiser à quel Voilà, endroit ouais, elle on est peut. passée. Alors, tout ça, c'est encore vraiment à l'état de recherche. Donc, on est en plein en ce moment dans une période formidable pour Hmm. les gens qui s'intéressent à ces questions-là parce que on a plein de nouvelles connaissances Hmm. qui se développent. Peut-être juste pour info, il y a une station du CNRS qui est basée à Clermont-Ferrand et qui fait des prélèvements dans les nuages et qui du coup bah, sort des données sur la composition de l'eau dans les nuages au-dessus de la station. Et Hmm. donc, par exemple, on peut savoir la quantité de phytoplancton qui est présent dans les nuages et du coup, ça nous donne une idée bah, voilà, de l'impact finalement de la mer et de l'océan sur les pluies qu'on D'accord. peut avoir. Alors, phytoplancton et certaines bactéries, alors Mm. j'en ai pas parlé, mais ce on découvre en ce moment, c'est que pas mal de substances contenues dans la vapeur d'eau
ou emportés avec l'évaporation, des bactéries, des sels, des composés organiques volatiles en provenance des arbres, génèrent eux-mêmes la pluie, c'est-à-dire génèrent la cristallisation des molécules d'eau et donc contribuent à la formation de la pluie. Donc ça, c'est quand on pense aux autoroutes de la pluie, mais également à Los Angeles, il y a des expérimentations qui commencent à se faire pour essayer de planter les bons arbres, pour essayer d'avoir le maximum de recyclage local de l'eau. Donc ça, c'est de la géoingénierie sans doute intelligente, basée en tout cas sur les phénomènes Et de la naturels. La bio-ingénierie. oui, bio-géo-ingénierie, il y a quand même du géo Oui, oui, dedans, il oui, oui, faut c'est vrai. pas... C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est le vivant qui s'est organisé Bien de cette sûr, manière-là. mais oui, c'est ça qui est formidable et qu'on voit aussi dans aujourd'hui les approches Castor et tout ça, c'est que le vivant, en fait, a été obligé de trouver des moyens de recycler cette eau, parce que sinon, eh bien, sur les continents, il n'y aurait pas de la végétation, il n'y aurait pas des sols, ça n'aurait pas marché. Il fallait qu'il y ait ce phénomène, que ce Mhm. mécanisme-là. Je reviens tout de suite pour Totalement. dire que euh, les pluies, finalement, je reviens sur ces chiffres de 117 000 km3, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elles génèrent ces 42 000, ici j'ai pris 42 000 km3 d'eau bleue chaque année. Et donc, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est toute cette eau qui est recirculée sur les continents à travers et qui passe par les sols et la végétation. Et cette eau-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. En fait, souvent on dit l'eau verte, c'est l'eau des sols. Pour moi, l'eau verte, c'est défini comme l'eau des sols qui participe à ce recyclage de l'eau sur les continents. Et donc, on voit que la proportion donc d'eau verte par rapport à la pluie, disons que la pluie, c'est 1,7 fois je suis désolé, c'est pas 1,7 fois l'eau bleue, c'est 1,7 fois l'eau verte Mhm. ou 2,7 fois l'eau bleue. En fait, le recyclage continental est un véritable démultiplicateur et on voit un peu que suivant les continents que on a des continents comme l'Asie où on a énormément de recyclage, on l'a vu, c'est très rouge. Mhm. Donc, on a un taux de démultiplication qui est important. Par contre, en Océanie, qui est plutôt une île, etc., on a beaucoup moins de recyclage. On n'est qu'à 1,25 fois. Donc, l'eau verte, pour moi, elle joue trois rôles qu'il faut bien intégrer. Elle joue ce rôle de recyclage et de régulation d'abord, puisqu'il y a le sol qui va jouer ce rôle tampon et qui va réguler pendant la nuit, qui va faire que les arbres vont pouvoir continuer à évaporer même pendant l'été. Donc il y a une sorte de régulation temporelle, donc une redistribution à l'échelle des continents, puisque sous toute cette eau verte se redistribue en Donc permanence. plutôt spatial. Voilà. Et puis, troisième partie, une amplification de la quantité d'eau douce qui est disponible pour la vie. Et ça, quand on a compris ça, vraiment, c'est tellement fondamental parce que ça veut dire que l'eau verte, c'est une espèce de socle de fonctionnement de la planète qui elle-même génère l'eau bleue d'une certaine manière parce que c'est une grande partie de l'eau bleue vient du fait qu'il y a de l'eau qui va tomber sous forme de pluie à différents endroits, qui va elle-même régénérer de l'eau verte et de l'eau bleue. Donc, si on n'avait pas l'eau verte, on aurait aussi beaucoup moins d'eau bleue. Et Mhm. donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, mais en profondeur, beaucoup plus, et c'est fondamental pour toutes les approches régénératives, parce que ce mécanisme, ces cycles de l'eau, ça veut dire qu'ils sont à toutes les échelles, il faut les regarder, et redynamiser les cycles de l'eau à toutes les échelles est essentiel, parce que la vie a eu besoin à un moment donné de mettre ça en place pour fonctionner correctement. Parce Mhm. que on vient de l'océan. N'oublions jamais ça. La vie et tous les organismes ont progressivement quitté l'océan. Ils étaient dans l'eau. Et donc, s'ils n'avaient pas été capables d'avoir de l'eau en permanence, eh ben, ça n'aurait jamais fonctionné. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette conférence, rejoignez-nous sur notre site internet. Inscrivez-vous sur notre plateforme pédagogique pour rejoindre notre communauté apprenante. Vous y découvrirez bien plus de contenu et en nous soutenant,
vous participez non seulement à la création de nouveaux contenus inspirants, mais aussi à l'investissement dans des projets régénératifs, l'accompagnement de nouveaux projets, peut-être le vôtre un jour. J'espère à tout bientôt.